Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce second live pour l'école Hexagone. Confirmez-moi avant qu'on présente un petit peu tout cela, confirmez-moi que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, et par la suite je partagerai mon écran, vous me confirmerez que vous voyez bien également l'écran. Pour l'instant je ne le partage pas, donc pas de problème. Donc confirmez-moi bien, je vois que vous êtes 11. Bonsoir Adam, bienvenue Adam. Ça va très bien, je suis content de donner ce live là. Bienvenue à Nemouri, à Mathis, bienvenue, j'en reconnais, très bien. Tout le monde m'entend, tout le monde me voit, magnifique. Mais écoutez, on va pouvoir commencer, je vais recontextualiser un petit peu les choses. Alors c'est le deuxième live que je fais pour l'école Hexagone. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Chris Chevalier, je suis développeur et formateur web et mobile, indépendant. Je donne des cours notamment pour l'école Hexagone depuis un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi même, dans les domaines du web du coup. Donc l'école Hexagone en quelques mots, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé, hors Parcoursup, et qui va former en 5 ans donc des architectes des systèmes d'information, que ce soit en informatique généraliste, en IA, intelligence artificielle, ou encore en cyberdéfense. Donc cette école-là est organisée à travers un bachelor sur 2 ans, où là les étudiants sont là 5 jours par semaine, puis avec une possibilité d'alternance à partir de la 3e année. À partir de la 3e année également, il y a une spécialisation à choisir, donc soit on reste sur de l'informatique un petit peu plus généraliste, donc sur de l'IT, soit on choisit l'intelligence artificielle, soit encore la cybersécurité, donc la cyberdéfense. Donc comme la dernière fois, si jamais vous avez des questions, vous voulez rentrer en contact avec l'école ou vous voulez en savoir tout simplement plus, n'hésitez pas dans le chat, ça vaut pour la présentation de l'école, mais également pour tout ce live là, vous êtes totalement libre d'interagir sur le chat. Bienvenue à Pinky Whiskey également. Donc cette série de live, elle s'adresse tout simplement aux élèves en lycée qui découvrent petit à petit la programmation avec l'option NSI, donc c'est souvent avec du Python, donc ça tombe bien, puisque à travers le premier live, on avait vu les toutes bases de Python, et là on va essayer d'aller un petit peu plus loin. La première fois, on avait développé le juste prix en jeu, c'était assez simple. Maintenant, on va mettre un petit peu un cran au-dessus, si vous voulez, et on va développer un pendu ensemble pendant cette heure-ci jusqu'à 21h, voire un petit peu plus si jamais on doit dépasser un poil. Donc il s'adresse à ces élèves-là qui découvrent la programmation et veulent en savoir un petit peu plus, être plus à l'aise peut-être à l'école également. Aux personnes qui sont en reconversion professionnelle dans les métiers de l'informatique, je sais qu'elles sont nombreuses et c'était mon cas il y a quelques années. Et aux curieux également qui souhaitent tout simplement découvrir la programmation en douceur ou alors avoir une sorte d'accompagnement dans leur découverte pour parfaire un petit peu leur façon de programmer. Bien, alors je regarde s'il n'y a pas des questions dans le chat, j'ai pas l'impression. Très bien. Donc rapidement, on va commencer par rappeler ce qu'on avait fait lors du précédent live. Ensuite, on va s'intéresser à un cours un peu technique. On va revoir les conditions qu'on avait déjà eues la semaine dernière, puis les listes et enfin les boucles. Et avec ça, on va pouvoir avoir tous les outils dont on va avoir besoin pour créer notre fameux pendu. Ensuite, justement, on va le développer, ce sera le cœur bien sûr de ce live. Et enfin, vous aurez un caout comme la fois dernière, en fin d'heure bien sûr, pour gagner. Donc un caout, pour rappel, c'est un petit quiz en ligne où vous pourrez toutes et tous participer pour espérer gagner pour le premier, la personne qui arrive en tête, gagner 2 places pour le Paris Fan Festival qui se tiendra, je le rappelle, le week-end du 15 au 16 avril. 15 et 16 avril, c'est un samedi et dimanche bien sûr, c'est le week-end. Tiens, je vais passer comme ça, vous allez me confirmer que vous voyez bien mon écran et je vais vous présenter rapidement Kahoot et puis le fameux Paris Fan Festival. Alors confirmez-moi que vous voyez l'entièreté de mon écran, donc également les onglets du navigateur, je suis sur Chrome. Je vois qu'on est déjà 15, c'est bien, il commence à y avoir doucement du monde, on voit, très bien, magnifique. Donc le caout, on pourra le démarrer tout à l'heure. Alors pour l'instant, ne vous inscrivez pas, pas besoin de scanner quoi que ce soit. On le fera tout à l'heure, on s'inscrira toutes et tous et vous pourrez, pas besoin, Oudou, bienvenue, mais pas besoin de participer maintenant, ce sera pour en fin d'heure.
On y reviendra donc, et pour le vainqueur, celui qui arrivera à la première position au terme de ces 10 questions, qui je le rappelle vont être tirées du cours que je vais vous présenter, et bien le vainqueur gagnera 2 places pour le Paris Fan Festival. Donc c'est un festival un peu pop culture, il y a quand même pas mal hein, avec les univers notamment de Star Wars, de gaming, de Stranger Things, Marvel, etc. Donc il y a même des acteurs de séries plus ou moins connus, bon, a priori assez connus, des auteurs de comics, etc. Donc je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, et puis surtout à participer, à bien suivre le cours pour espérer gagner ces 2 fameuses places. Bref, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir le code qu'on en avait découvert la semaine dernière. Donc je vais me rendre sur le bureau, puis Live Hexagon, et je crois que c'était dans Games, si je dis pas de bêtises, que j'avais créé effectivement Right Price, donc le juste prix. Donc je vais ouvrir ce dossier là dans mon Visual Studio Code avec la commande code, et là je vais simplement pouvoir vérifier. Hop là, ça on va le fermer. Voilà, voir un petit peu comment ça s'était passé. Alors bienvenue Oudou, bonjour, bonsoir, c'est moi où je trouve que la musique est un peu forte. Ah, vous faites bien de me le dire, j'ai fait quelques modifications, donc je vais la baisser un petit peu. Tu me diras Oudou si c'est mieux. Voilà, je vais passer, on va se mettre à moins 45, peut-être moins 40. Tu me diras si c'est mieux comme ça, et sinon je baisserai davantage. Hop. Je vais nettoyer le terminal, c'était des tests que j'avais fait cet après-midi, on n'en a pas besoin pour le moment, je vais même le fermer. Et du coup on va se remémorer un petit peu, ah c'est beaucoup mieux, très bien. Alors excusez-moi, ouais, c'était peut-être un petit peu fort par rapport à ma voix. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que ce soit vraiment une discussion, qu'on soit tous à l'aise avec ce code-là pour qu'on puisse repartir sur ces bases neuves facilement. Donc on a importé la librairie random qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'avoir des éléments aléatoires. Donc là en l'occurrence c'était un entier aléatoire compris entre 0 et 100 pour avoir notre juste prix justement, hein, celui qu'on doit deviner. On a choisi de le mettre entre 0 et 100. Là j'avais un petit print que j'ai commenté qui me permettait de tricher, hein, de dire c'est ça, si tu veux tricher, et comme ça permettait de débugger beaucoup plus simplement. On a également choice ici, qui va permettre à l'utilisateur de saisir un entier, donc le choix qu'il a à faire entre 0 et 100. Donc là, il va falloir qu'il tape juste, ou en tout cas proche, pour pouvoir espérer remporter le jeu. On a le nombre d'essais qu'on a initialisé à 1, et puis ensuite on rentre dans la boucle. Donc là c'est le programme principal, c'est la logique principale si vous voulez du jeu. Donc tant que le choix de l'utilisateur est différent du juste prix, alors on va vérifier que le nombre d'essais est bien inférieur à 10, et si jamais il est supérieur à 10, alors on affiche perdu, vous avez dépassé les 10 essais, donc on va bloquer l'utilisateur si jamais il dépasse les 10 essais, ça commence à faire beaucoup. On va afficher le numéro de l'essai, tout simplement, donc ça va afficher essai numéro 1 dans un premier temps, puis 2 puisqu'on l'incrémente, etc. 2, 3, etc. Si jamais le choix est inférieur au juste prix, donc le choix de l'utilisateur est inférieur au juste prix, alors on lui dit que le prix est plus haut. Sinon, on lui dit que le prix est plus bas, comme ça va lui indiquer où est-ce qu'il doit à peu près se situer. Et puis on lui redemande à chaque fois, bien sûr, à chaque itération de la boucle, à chaque fois qu'il se trompe finalement, quel est votre choix. Donc on repasse par la même ligne, j'ai juste enlevé le petit compris entre 0 et 100 qui sert plus à grand chose puisqu'il a bien a priori compris que c'était dans cette veine-là. En tout cas dans cette fourchette-là. Voilà, quoi qu'il en soit, une fois que le choix va être égal au juste prix, on va sortir de la boucle et du coup on va rentrer dans ce qui suit. Donc tout le reste, tout ça ne sera plus interprété, on va rentrer directement à la ligne 20. Donc si le nombre d'essais est supérieur à 8, on va lui dire que c'est pas incroyable et qu'il peut mieux faire. Si par contre c'est inférieur à 8, là ça commence à être impressionnant, bravo, vous avez trouvé le juste prix, vous l'avez trouvé en temps d'essai, donc admettons 4 essais, et là c'est très bien. Donc écoutez, je vous propose de tester tout ça. Donc je vais faire Python, la commande, et puis write price, et puis j'exécute. Donc il me demande bien sûr, on est à cette ligne là 5 qui bloque le programme, vous l'aurez compris, pour me demander de saisir un nombre compris entre 0 et 100. Je vais lui mettre, je vais taper au milieu, je vais mettre 50, alors c'est plus haut, on va essayer de monter vachement plus haut, on va lui mettre 92, c'est plus bas forcément, on va lui mettre 70, c'est plus haut, donc peut-être vers les 80, encore plus haut, 90 je l'ai testé, non, je vais mettre 85, plus bas décidément,
Donc c'est entre 80 et 85, donc je vais mettre 82, plus haut 83, et ben c'est forcément du coup 84. Donc je l'ai trouvé en 8 essais, et du coup j'ai pas le message qui me dit que c'est pas incroyable, et je n'ai pas non plus perdu parce que j'ai pas dépassé les 8 essais. J'ai pas dépassé non plus les 10 bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais ce code là n'est pas très clair. Une question, tu as mis l'input dans un int. Si l'utilisateur entre un string, il se passe quoi? Bonne question, on va tester ça tout de suite. Hop. Donc je vais rentrer un string. Voilà, tout simplement, il s'attendait à un int, du coup on lui donne un string et ça crache, tout simplement. Donc on pourrait faire une vérification pour bloquer le programme ou lui mettre un petit message d'erreur. Mais là, comme je voudrais avoir le temps d'implémenter tout le pendu, on va pas le faire ici, mais en tout cas c'est une très bonne question, Pinky Whisky, et du coup il faudrait gérer ce cas de figure là pour éviter que ça crache tout simplement, puisqu'on sait que l'utilisateur va jamais faire ce qu'on lui demande. En tout cas là c'était un premier essai assez simple, assez basique, mais qui permet d'avoir un jeu qui fonctionne. Bien, ce que je vous propose c'est de découvrir un petit peu plus du cours, donc que j'ai déjà ouvert, qui est, hop, je l'ai mis juste ici. Voilà, je vais créer déjà un nouveau fichier, donc hangman, ça signifie pendu en anglais, donc hangman.py, donc voilà, je le crée et comme ça on pourra faire nos petits essais ici et ensuite bien sûr on l'implémentera. Hop, je vais me caler comme ça. Je vais me caler plutôt comme ça. Excusez-moi, c'est mon autre écran que je gère ici pour être à l'aise. Ok. Ok, on en est là. Très bien, allez, on va faire des rappels rapides sur les conditions. J'aimerais bien que ce soit sous forme de discussion, puisqu'on avait déjà vu ça la fois dernière. Et puis en plus de ça, c'est relativement simple. Donc, déjà, une condition, ça doit contenir quelque chose. C'est-à-dire qu'on a le mot-clé if et puis quelque chose, 2 points en Python. Ce quelque chose, quel type il doit avoir, quel type de données ça doit être. Alors on se souvient qu'en Python, il y en avait plusieurs de types de données. Il y avait les entiers, les flottants, les booléens et les chaînes de caractères. Donc là, d'après vous, qu'est-ce qu'une condition attend comme valeur, comme type de valeur? Un entier, un flottant, un booléen ou une chaîne de caractères d'après vous? Un booléen bien sûr, oui, donc c'est ce que je résume ici. En programmation, les lignes de code sont lues et exécutées comme on lirait un livre, donc de gauche à droite, de haut en bas, mais les conditions vont permettre d'ignorer certaines lignes. En effet, les instructions conditionnelles permettent de contrôler le déroulement logique d'un script. Donc tout ça, normalement, vous le savez déjà, on l'avait déjà vu bien la fois dernière, et c'est assez simple à comprendre. Donc là, je donne un exemple. Si, par exemple, highSpeed est initialisé, donc c'est une variable là, qui est initialisée à true, donc avec un booléen, donc un true, la valeur true, alors on affiche vous êtes en excès de vitesse. Si par contre il est initialisé à false, ça n'affichera tout simplement pas de message, rien du tout. Bien, je continue. On a bien sûr else, donc regardez, je vous mets un exemple un peu plus complet. Donc on initialise highSpeed à false. Donc si on est en grande vitesse, on affiche vous êtes en excès de vitesse, sinon vous n'êtes pas en excès de vitesse. Donc bien sûr là on rentre dans le sinon puisqu'il est initialisé à false. On a également le elif si on veut une condition un petit peu intermédiaire. Donc là on initialise deux booléens, un premier à false, un deuxième à true. Donc s'il est highSpeed est égal à true, alors on perd un seul point sur le permis. Si l'autre, donc very high speed, est égal à true, on perd 2 points sur le permis, et sinon on n'est pas en excès de vitesse, tout simplement. Donc là c'est pour faire des petits rappels sur les mots-clés. On a également accès aux opérateurs logiques qui sont AND, OR ou NOT par exemple. Donc là on peut dire, si il est en grande vitesse mais qu'il n'est pas sur son téléphone, il perdra 1 point. S'il est en grande vitesse et qu'il est sur son téléphone, il perdra 2 points. Et sinon dans tous les autres cas de figure, il ne perdra pas de points, il n'est pas en excès de vitesse. Je continue, je vais vite, mais n'hésitez pas à me dire si je vais un petit peu trop vite ou si c'est pas clair. Normalement, c'est des choses qu'on a déjà vues la fois dernière et avec lesquelles vous êtes normalement assez familiarisé. Et on peut comparer, puisque on ne veut pas forcément... bonjour Aubry, bienvenue. On ne veut pas forcément toujours passer par un booléen, mais comparer peut-être deux variables entières ou deux valeurs flottantes, et bien on peut utiliser les opérateurs de comparaison que sont le double égal qui vérifie si A est égal à B, le différent de, donc c'est point d'exclamation égal, le inférieur, supérieur, inférieur égal, supérieur égal, un petit peu comme en maths finalement.
On fait réviser le permis. Exactement, à Mathis, il en a besoin. Du coup, je vous montre un exemple ici. J'initialise speed ici à 60. Si speed est inférieur à 50 ou égal, on n'est pas en excès de vitesse. S'il est compris entre 50 et 70, on est en excès de vitesse, on perd 1 point. S'il est compris entre 70 et 90, on perd 2 points. Et enfin, s'il est supérieur à 70, on perd 3 points. Donc il y a un petit S qui s'est perdu en chemin, mais rien de grave. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à... on perd un peu trop de points. N'hésitez pas à me dire si jamais c'est pas clair. Attention simplement, petite mise en garde afin qu'on termine sur les conditions et sur ce petit rappel. Vitesse est double égale 50, ça compare la valeur à la variable vitesse à la variable 50, tandis que vitesse égale simple 50, ça assigne la valeur 50. Donc attention à ne pas confondre les deux syntaxes qui se ressemblent beaucoup, mais qui en réalité ont un fonctionnement totalement différent. L'une va permettre de comparer deux valeurs, l'autre va permettre d'assigner tout simplement une valeur. Allez, je continue. Donc les listes, là, pour le coup, c'est tout nouveau. Du moins, on ne l'a pas vu la fois dernière. Donc, ce serait comparable. Mais non, Baptiste, t'es bien. C'est comparable, je disais, pardon, les listes au tableau. Hein, d'ailleurs, c'est possible que je dise tableau sans faire attention pendant ce live-là. Au tableau qu'on aurait en programmation, donc dans les langages PHP, JavaScript par exemple, on a des tableaux C, C++, etc. Donc là on appellera ça des listes, mais globalement c'est la même chose, ça stocke plusieurs valeurs. Donc comme on l'a vu précédemment, il est possible de stocker une ou plusieurs valeurs dans une variable Python. Une liste permet donc de stocker, vous l'avez compris, une collection d'éléments, une collection donc de valeurs pour y accéder ultérieurement. On crée donc une liste Python à l'aide des crochets, exactement comme on crée un tableau justement en C, C++, JavaScript ou encore PHP. Alors si on s'amuse à créer une liste de fruits, bon, ça donnera quelque chose comme ça. On déclare notre variable que j'appelais fruits, du coup en anglais, peu importe, hein, c'est la même chose même en français, est égal, hein, du coup simple égal, bien sûr on lui affecte cette valeur-là. On ouvre les crochets et on met les valeurs que l'on souhaite. Donc on est libre sur le type de valeur. Là j'ai mis que des chaînes de caractères, mais les listes acceptent n'importe quel type de données. Ça pourrait être des entiers, des flottants, des chaînes de caractères comme ici, des booléens ou encore des tableaux si on le veut, ou des objets. Donc on est assez libre ici en termes de valeur. Et puis on peut avoir quelque chose d'hétérogène. On aura des chaînes de caractères avec des entiers, etc. Là c'est un tableau très très simple, on n'a que des chaînes de caractères. Ce que je vous propose, puisqu'on va le mettre en application ici, c'est de voir un petit exemple où moi je vais stocker les mots possibles pour le pendu. Donc je vais mettre par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre, j'en ai aucune idée. Permis, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais mettre, mot, pendu du coup, et un petit dernier, qu'est-ce que je pourrais mettre, micro, c'est devant moi. Voilà. Donc voilà comment on déclare une liste en Python, c'est assez simple. Et ensuite pour accéder aux éléments, il suffit de faire le nom de la liste, crochet, l'indice auquel on veut accéder, entre crochets tout simplement. Donc il faut savoir que les indices d'un tableau vont toujours commencer à 0. Donc ça veut dire permis à l'indice 0, mot à l'indice 1, pendu à l'indice 2 et micro à l'indice 3. Donc si je veux afficher par exemple permis, hop, je vais faire words de 0 et puis j'ai plus qu'à lancer mon script. Donc je vais faire Python comme d'habitude. Hangman, je l'ai appelé, .py. Ok, ça m'affiche bien du coup permis, ça fonctionne bien. Je peux essayer avec un autre mot. Donc par exemple si je veux afficher pendu, ça m'affiche bien pendu. Et enfin si je fais ça, quel mot ça va m'afficher d'après vous? Un petit peu d'interaction dans le chat, ça fait pas de mal. Je vous laisse réfléchir un petit peu, mais normalement c'est très très simple. Oui bien sûr, mot sans doute possible. Très bien. Bon, vous pouvez en Python, et ça c'est assez pratique, afficher également le contenu de la liste en mettant simplement print words, print la liste en question, donc ça affiche bien son contenu. Ça c'est assez pratique et on pourra boucler sur ce tableau, sur cette liste pardon, par la suite. Je continue. Donc bon, ça c'est des exemples que je vous ai donnés. Alors on peut faire, alors ça c'est quelque chose de propre à Python, on peut aller dans le sens inverse de la liste. Donc c'est-à-dire qu'on peut lui mettre words de -1. Hop. Et du coup ça va partir de la fin et du coup ça va m'afficher micro ici. Hop. Si je fais words de -3 d'après vous, quel mot ça va afficher?
vous laisse quelques secondes pour me répondre. Sachant que mot de -1... Alors, on va vérifier. Mot de -1, ça fait micro. Ouais, je suis plus d'accord avec Pinky Whisky qu'avec Picafou. Picafou 34. Donc, si on part de -1, ça ferait -1, -2 et -3, effectivement, mot. Donc, on va vérifier. Je dis des bêtises, j'ai pas sauvegardé. Hop. Voilà, et ça affiche bien un mot. Donc ça fonctionne correctement. Donc ça, c'est une des particularités de Python qui peut s'avérer pratique dans certains cas de figure, notamment pour détecter un palindrome, par exemple, dans un mot. Hein, souvenez-vous, un palindrome, comme kayak, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Donc si on veut boucler sur un mot dans un sens ou dans un autre, ça peut être pratique. Je pensais que ça partait de micro. Et non, ça part pas de 0, puisque 0, on a dit que c'était permis. Donc micro, c'est -1, -2... -3 et -4. C'est particulier puisque là on a l'habitude de faire 0, 1, 2, 3, je suis d'accord. Mais là, bah, comme on part de -1 puisque le 0 est déjà pris, bon bah on se retrouve bien sur mot. 0 égale permis, c'est pas ce que j'ai dit? Ah non, c'est ce que... Ok. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de parler... Ah oui, du fait que, en réalité, et je vous l'ai pas encore dit, et c'est ce qu'on va voir après, une chaîne de caractères, ben, c'est un tableau de caractères. On le sait, dans plusieurs langages, c'est le cas, hein, même si le type est un string derrière, et le langage est assez intelligent, d'autant plus Python, hein, qui est pour le coup très intelligent, très bas niveau. Bas niveau ou haut niveau? Je confonds toujours. Je crois que c'est haut niveau. J'ai un doute, vous me corrigerez. Quand on se rapproche du langage naturel, je crois que c'est haut, mais j'ai un doute. Bref. Donc ici, on déclare une chaîne de caractères Python. Si on demande, c'est comme un tableau, hein, langage de 2, ben ça va faire 0, 1, 2, ça va bien afficher le T. Si on demande langage de -2, -1, -2, ça va bien afficher le O. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler si on le schématise un petit peu. Ouais, c'est haut niveau, hein, j'avais un doute, merci pour ça. Merci Alex, merci Nemouri. Très bien. Du coup, Python... Donc on l'a vu, hein, ça sera peut-être plus clair pour Picafou, qui avait fait l'erreur tout à l'heure. Voilà, avec ça, on a un beau schéma qui vous permet de voir un petit peu comment tout cela fonctionne. On a plusieurs opérations qui sont accessibles depuis les listes, notamment append, qui va permettre d'ajouter des éléments à notre liste. Donc on va faire words.append, ce qui signifie que words c'est un tableau, mais c'est un objet, hein, puisqu'on a accès à des méthodes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'orienté objet, on le verra éventuellement plus tard dans d'autres lives. Mais en tout cas, ça c'est une méthode, on la reconnaît grâce au point. C'est bien la syntaxe au moins? Oui, c'est ça. Et on met simplement ce qu'on veut ajouter. Donc append, ça va ajouter toujours à la fin. Donc si je veux ajouter un autre mot, j'en sais rien, qu'est-ce que j'ai allez, moniteur, hop. Voilà, et que j'affiche à nouveau words, hop. Et bien sûr, on se retrouve avec un tableau. Alors, est-ce que je me trompe? C'est pas append, dit du min append, oui, j'ai mis un S en trop. Hop. Attends, laisse-moi tranquille, voilà. Voilà, et bien sûr, ça a ajouté correctement moniteur. On a la même chose avec remove, donc words.remove. Et on va pouvoir supprimer un élément précis. Donc admettons, on veut supprimer mot. Donc je vais vous faire un print à nouveau de words. Donc voilà, là on a ajouté moniteur et là on a supprimé mot. Donc on voit bien la différence. Donc ça c'est ce que je décris ici, hein, rien de plus. Et enfin on peut lui demander également la taille. Donc regardez, je peux faire len de words. Donc là c'est pas une méthode. Qu'est-ce que c'est ici? Si c'est pas une méthode, len, qu'est-ce que c'est? On appelle ça comment en programmation? Ce len là qui apparaît en jaune sur Visual Studio Code par défaut en tout cas. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas ce que c'est, une variable. Oui, c'est une fonction, bien. C'est ce que je cherchais. Donc attention à bien différencier les méthodes ici, qu'on reconnaît avec le point quelque chose, un objet point quelque chose, donc la méthode hein, généralement, et les fonctions qui sont appelées en tant que telles, hein, directement. Bienvenue Jeannette Lamouette. Bienvenue. Alors du coup on va voir un petit peu les tailles. Alors d'après vous, qu'est-ce que ça va me renvoyer ici? On va voir quoi comme affichage si je fais entrer maintenant sur mon interpréteur? Je vous laisse quelques secondes, toujours pareil pour me répondre. D'après vous. Je crois dès qu'il y a des parenthèses, c'est des fonctions. Et non, parce que là, regarde, on a des parenthèses et pourtant, c'est une méthode. Donc
pas exactement. 4 et 3. 4 et 3. Non. Pas 4 et 3. Je vous laisse encore réfléchir un petit peu. On n'est pas si loin, mais c'est pas ça. Word, c'est une fonction. Non. Non, Word, c'est un tableau. Mais c'est aussi un objet, considéré comme un objet pour Python, puisqu'on a accès à toutes ces méthodes, notamment append ou remove. Donc Word n'est pas une fonction. La seule fonction qu'on a ici, on en a deux. Vous pouvez peut-être me les citer. 3 et 2, non, toujours pas. 4 et 4 non plus. Eh ben, compliqué. C'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais bon, on va compter ensemble. 5 et 3. Non, toujours pas. Donc len, effectivement, picafou. Et la deuxième, on a une autre fonction qui apparaît ici dans ce code-là. Bon, on va compter ensemble, puisque vous l'avez pas. Ah, 5 et 4, merci. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5. La taille, 1, 2, 3, 4. Même si l'indice commence à 0, ça ne veut pas dire que la taille va être inférieure hein, de 1. Ça ne change rien. La taille, c'est bien celle que nous, on pourrait calculer à la main en comptant les éléments. Donc ça va donner a priori 5 et 4, comme nous l'a dit Nemouri, je crois, et puis ensuite Pinky Whisky. Ok, ça fonctionne bien, cool. Allez, on continue un petit peu. Donc la deuxième fonction, est-ce que tu l'avais trouvé dans Picafou? Bah, c'est tout simplement... Ah si, tu l'avais trouvé, j'avais pas vu. C'est tout simplement effectivement print. On a deux fonctions ici, print et len, et deux méthodes, append et word, qui sont accessibles uniquement sur les tableaux en fin de compte, hein, sur les objets de type tableau, de type liste, hein, si on veut garder les termes de Python. Allez, on continue et on conclut sur les listes. Justement, on a une dernière méthode intéressante que je veux vous présenter, c'est sort, qui, comme son nom l'indique, va permettre de classer mon tableau. Ma liste, je vais pas y arriver. Hein. Donc là, en théorie, ça devrait me faire quelque chose comme micro, moniteur, permis, pendu, si je dis pas de bêtises. Donc, attention, on ne peut pas afficher words.sort. On va voir tout de suite, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que voilà, ça ne renvoie rien, words.sort. Ça se contente de classer mes éléments. Donc moi, je vais les classer par ordre alphabétique, donc, et ensuite les afficher. Donc ça fait bien micro, moniteur, pendu et permis. Peut-être que j'avais dit l'inverse pour pendu et permis, je ne sais plus. Bon, en tout cas, ça les a bien classés par ordre alphabétique. Vous vous en doutez, si j'avais un tableau de nombres, ça les classerait par ordre numérique, bien entendu. Donc voilà, on a vu les méthodes, je pense, essentielles pour les listes. On va en utiliser quelques-unes, pas toutes. Celle qui va surtout nous intéresser, c'est len, pour savoir la taille de notre tableau de mots, dont on va reparler par la suite. Mais les autres pourront vous être utiles à vous par la suite. Et vous en avez beaucoup d'autres qui sont accessibles auprès des listes sur la documentation officielle de Python, qui est juste ici. Je vais vous partager tout de suite le lien, tiens. Parce que moi aussi, je peux... Hop. Normalement, je peux... Non, je peux pas. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi je peux pas faire mon copier-coller? J'aurais bien aimé vous partager ce lien-là. Tac, tac. Et non, j'arrive pas. Bon, je vous le ferai plus tard si je trouve un moyen. C'est pas très grave. C'est dommage. Bref. Bon, vous les retrouvez de toute façon assez facilement, ces méthodes-là. Donc voilà, on retrouve append, on voit qu'insert visiblement existe, remove, pop également. On a tout un tas de méthodes qui vont nous permettre d'interagir avec les listes. Bien sûr, je ne vais pas toutes vous les présenter. Ce sera à vous de les découvrir si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Hop. Allez, je continue et je termine sur les boucles. Rapidement, j'aimerais juste me souvenir comment boucler sur un tableau, puisqu'on aimerait bien boucler sur notre tableau de mots, notamment pour ce pendu. Donc je continue, boucle for, hein, la boucle while je ne reviens pas dessus parce qu'on l'a vu justement dans le récap du juste prix. Mais la boucle for peut être intéressante notamment pour parcourir le tableau. Donc regardez, je parcours mon tableau de fruits et individuellement je vais appeler fruit au singulier chacun des fruits que je parcours. Et du coup, vous en doutez, ça va afficher d'abord orange, puis un saut de ligne, puis apple, hein, puis un saut de ligne, puis cherry. Donc je peux le faire là hein, si ça me tente. Je fais un for. Je vais appeler au singulier word, hein, ça c'est une variable que je crée qui va contenir la valeur sur laquelle j'itère, words, tac, et je vais afficher tout simplement le mot sur lequel j'itère. Donc tout simplement ça va afficher micro, puis moniteur, puis pendu, puis permis. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des questions sur ce petit cours-là rapide. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous en aurez pendant le caout des questions auxquelles vous devrez répondre. Donc si vous avez bien écouté, normalement, vous devriez avoir une très
bonne note à ce caout et peut-être même à la meilleure note pour, je le rappelle, repartir avec des places pour le Paris Fan Festival. Donc le caout, on le démarrera plus tard. Visiblement, vous êtes toujours inscrits tous les deux. D'abord, on va se pencher sur le fameux Hangman, donc le pendu. Hop, ok. Alors, on va avoir besoin de certaines choses pour réussir à faire fonctionner notre pendu. Alors, premièrement, j'ai trouvé, figurez-vous, ça m'embête d'écrire moi-même tous mes mots à la main. Donc, pour pallier ce problème-là, j'ai trouvé un petit site, en tout cas un petit fichier qui est hébergé sur GitHub, qui va stocker, en tout cas lister, tous les mots. Alors je n'ai pas vraiment vérifié si c'était tous les mots, mais en tout cas une bonne grosse partie des mots de la langue française pour qu'on puisse se faire un super pendu tous ensemble. Donc ça stocke vraiment une bonne quantité de mots, hein. Vous voyez qu'on est cossé alors que j'arrête pas de défiler, on peut descendre et bien sûr ça va jusqu'à Z. Donc c'est comme un dictionnaire si vous voulez, mais qu'avec les mots. Donc ça va être assez pratique, mais pour ça on va avoir besoin de requêter cette URL là. Donc je vais virer tout ça et je vais avoir besoin d'importer un paquet request qu'il va me falloir installer au préalable. Donc pour l'installer avec Python 3, j'ai accès à un utilitaire qui est pip3, qui est donc un gestionnaire de paquets qui va me permettre de faire install request, attention au pluriel. Donc bon, moi bien sûr, hein, il est déjà installé, donc j'ai pas besoin de le réinstaller. Mais pour vous, normalement, ça devrait prendre quelques secondes, le temps que ça s'installe en fonction de la qualité de votre connexion Internet. Ok, donc on va du coup requêter avec notre réponse, on va renvoyer en tout cas une réponse HTML de cette requête là, donc ça va être une requête get qui va permettre de récupérer effectivement les informations stockées sur ce fichier là, et on va voir un petit peu ce que ce response affiche. Alors, si tout s'est bien passé, il va m'afficher tout simplement, voilà, un code de statut 200 pour me dire que tout s'est bien passé, j'ai obtenu les données que je voulais. Donc pour récupérer les données et le contenu donc, de cette réponse, il suffit de faire content. Et là, la magie opère, je récupère tous mes mots. Alors je ne sais pas combien il y en a, mais quoi qu'il en soit, il y en a tellement que mon navigateur peut pas, enfin mon terminal pardon, peut pas tous les afficher. On voit qu'il s'arrête au niveau des O, ouvrira, ouvert, ovationné, ovule, etc. Par contre il va jusqu'au Z bien entendu. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il met également un anti/R, anti/N qui sont des caractères qui sont censés être encodés en UTF-8 et qui vont permettre de créer des sauts de ligne. Donc ça m'embête un petit peu, donc je vais utiliser simplement sur cet objet là, cette grande chaîne de caractères là, un decode UTF-8 qui va me permettre de retirer ces caractères là entre autres. Donc là c'est un poil mieux, et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais faire appel à une méthode splitlines qui va prendre chacune de mes lignes et convertir tout ça sous forme de tableau. Donc je recharge et là on voit que j'ai les mêmes éléments que tout à l'heure, simplement c'est bien un tableau de chaîne de caractères, donc je peux sans problème jouer avec ces éléments là. Donc on a Oxody, peut-être qu'il a été coupé celui-là. En tout cas orthographe, orti, os, oscar, oscillation, etc. Donc on voit qu'on a bien les mots de la langue française, donc ça a l'air de bien fonctionner. N'hésitez pas, toujours pareil hein, pour vos questions. Ok, très bien. Comme tout à l'heure, on aimerait bien avoir dans cette liste-là un nombre aléatoire. Donc là encore, on va utiliser la librairie random qui est inclus de base dans Python. Alors je vais stocker peut-être ces mots dans un tableau Words, hein, comme on l'avait fait tout à l'heure. Et je vais me prévoir ma réponse, donc le bon mot hein, qui va être un choix aléatoire. Donc on a accès à la méthode choice parmi le tableau. Donc il va choisir dans le tableau n'importe quel élément. Donc on va faire un print de ce good word pour qu'on se fasse une idée plus claire de ce qu'il pourrait stocker. Donc ça c'est quelque chose qui doit changer à chaque fois qu'on relance notre programme et qui doit être un mot du coup aléatoire. Allez, je le lance. Donc élévateur, notion au pluriel, vertigineuse, etc. Donc on voit qu'à chaque fois on a des mots différents. On voit aussi qu'il ne conserve pas les accents, ce qui va pas vraiment nous embêter ici parce que, au contraire, parce que là si on tape un E, on pourra retrouver deux E d'un coup et gagner du coup du temps pendant qu'on sera en train de jouer. Et pas avoir tapé deux fois le E ou une première fois avec l'accent, une deuxième fois sans. Oulan-Bator, c'est un mot? Ah, bonne question, je l'ai pas vu passer. C'est un nom propre. Ah, c'est bizarre, normalement il n'est pas censé stocker de nom propre. Ah, je l'ai pas vu. Oulan. Oulan-Bator. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là?
C'est capitale de la Mongolie. Pourquoi ça apparaîtrait dans les... Bon, peu importe. Peut-être qu'il y a des mots parfois, des noms propres du moins. J'en avais pas vu avant ça. Bien repéré, Jeannette Lamouette. Bon, curieux, mais à mon avis c'est assez rare parce que j'ai déjà fait plusieurs fois le test et j'en avais pas vu d'autres. Ah, Reagan, tiens, ça aussi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais a priori c'est pas un mot de la langue française. Bon, il doit y avoir quelques petits ratés, mais là on est dépendant de cette librairie-là. On pourrait en trouver une autre, hein, si jamais on voulait prendre le temps de chercher. Mais là on va se baser sur celle-ci qui est déjà quand même très bien. Hein. Parmi tous ces mots-là, il y a peu de chances quand même qu'elle nous trouve un truc qui... je dis ça, elle me trouve un truc anglais. Bon, les autres passent. Ah mais bien sûr. Bon, les autres passent à peu près. Bon bref, on verra bien, mais moi je m'en suis sorti jusqu'ici. Ça fait un peu difficile comme pendu si tu tombes sur ces mots-là. Ouais, complètement, ouais. Complètement, bon, on va espérer ne pas tomber sur ces mots-là. Ou alors on pourrait même les retirer, hein. Rien ne nous empêche. Tiens, c'est une bonne idée ça. Après, je sais pas combien il y en a, mais rien ne nous empêche de faire un words.remove. J'ai déjà oublié ce que c'était. Oulan-Bator, ouais. Bator. Et même chose pour Reagan, je crois que j'ai vu passer. Bon, après, ça nettoie que partiellement les données. Hein. J'ai vu passer aussi un truc qui allait pas ici. Ouais, je l'ai plus. Je crois qu'il y avait quelque chose avec OR, quelque chose. Bon, peu importe. Bon, voilà, je vous montre si jamais vous voulez nettoyer un petit peu vos données. On pourrait le faire comme ça. Ok. Allez, on va continuer. Ok. Bon, moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tricher. Je vais mettre ça là pour pas qu'on confonde tout. Je vais essayer de m'organiser correctement. Voilà. Et je vais tricher comme précédemment. Je vais faire le bon mot. Et 3 petits points. Et là, on met le bon mot, effectivement. Point d'exclamation. On met un petit clin d'œil à nous-mêmes. Voilà. Donc là, je peux relancer le programme. Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai pas sauvegardé, tout simplement. Non? Qu'est-ce qu'il a? List.remove. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit? List.remove x is... Ah bon? Il n'est pas dans la liste? Peut-être que je les ai mal écrits. Oulan. Bator. Pourtant, j'ai l'impression de les avoir bien écrits. Ah oui, c'était un A ici. C'était un A, je crois. Bon, en cas de doute, de toute façon. Reagan. Ah, j'avais vu ça. Hop, voilà. Ça devrait être mieux. Ouais. Donc, le mot est barbelé, a priori, etc. Buire, je ne le connaissais pas celui-là. Donc voilà, j'ai mon petit système de triche où je pourrais du coup tester mon programme. Je vais également afficher, en tout cas vouloir afficher la proposition de l'utilisateur. Alors de base, on le sait, un pendu, c'est des underscores qui vont permettre de le représenter. Et autant d'underscores qu'il y a de taille à ce bon mot-là. Donc je vais vous afficher là pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire par là. Donc voilà, là c'est un mot en 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Donc effectivement Pbrock, que je connaissais pas non plus, Pri je connais, faisait 6 caractères. Là il en fait 4 bien entendu. Donc ça va nous permettre, en tout cas permettre aux joueurs de savoir à peu près combien de mots il aura, combien de lettres le mot qu'il recherche a. Donc ouais, Oudou l'avait bien trouvé que c'était Reagan et pas Rigon. Très bien, allez je continue. On mettra en place un compteur d'essai. Comme tout à l'heure, je vais initialiser à 1. Et puis on va mettre en place une boucle while comme précédemment. Vraiment comme précédemment, tant que la proposition n'est pas égale au bon mot, eh ben on continue de boucler ici. Et du coup c'est là que je vais afficher ma proposition. C'est là aussi que je vais augmenter, incrémenter mes essais. Je vais afficher ma proposition. Proposition. Et puis le choix de la lettre, letter choice. Donc letter choice, ça va être un input de l'utilisateur. Donc quelle lettre par exemple, on va lui demander, hein, puisque l'utilisateur peut saisir qu'une seule lettre, il doit l'écrire en minuscule. Voilà. Tac. Voilà. Bon, on va déjà tester ça. Quelle lettre? Voilà. Admettons E.
Voilà, il me demande tant que j'ai pas trouvé. Donc là, je suis dans une boucle infinie, hein, je pourrais jamais sortir cette boucle. Donc je fais cracher le programme. Ok, bien. Comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'en vois une. Dans ce cas, là, mes tries à 0, non? Ah non, puisqu'on est quand même sur un premier essai, là. Ah oui, oui, t'as raison. Parce que je l'incrémente ici, t'as raison. Allez, hop. Ouais, allez, on va le mettre comme ça, t'as raison. Yep. Ok. Je me perds un peu. Je me perds dans mes pages. Ok, bon, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a des mots, il y a beaucoup de mots en réalité, où plusieurs fois, on va retrouver la même lettre. Donc, on va se prévoir un tableau d'occurrence, un tableau vide, qui va stocker l'indice de chacune des occurrences qui vont être trouvées dans le bon mot, par rapport à la lettre saisie. Donc par exemple, si on a un mot avec 2 C, et ben ça va stocker dans ce tableau-là les deux indices où on trouve C. Donc par exemple, à la première lettre, ce serait 0, du coup, et à la troisième lettre, ce serait 2, l'indice correspondant qui seront stockés, hein, ça donnerait quelque chose comme ça, dans le tableau, dans la liste. Donc pour ça, on va devoir parcourir par index et par lettre, tout simplement ma chaîne de caractères. Donc pour ça, on a accès à la fonction enumerate qui va me permettre de parcourir mon mot. Si j'arrive. Voilà. Ah, je vais pas y arriver. Word. Voilà. Du coup, j'ai besoin effectivement de la lettre pour pouvoir la comparer au choix et l'indice pour le stocker dans les occurrences. Et on va voir que ça nous facilite la vie par la suite d'avoir accès justement à ce tableau d'occurrences. Donc si la lettre qu'on est en train de parcourir est égale au choix de l'utilisateur, à la lettre choisie par l'utilisateur, et si l'index n'est pas déjà, hein, attention à vérifier ça aussi, dans le tableau d'occurrence, qu'on n'ait pas de doublon, hein, sinon ça risque de poser problème. Alors on pourrait même le faire avec un AND ici. Voilà, comme ça devrait passer. Alors, on va push dans ce tableau-là, donc ajouter, hein, on l'avait vu tout à l'heure, l'indice, tout simplement. Voilà, on peut regarder un petit peu à quoi il ressemble ce tableau-là. Donc, je vais faire un print de occurrence, donc de base il est vide, et là on va voir si, pour un premier exemple, donc détaché ou détache, on a un E deux fois, donc il devrait en théorie m'afficher 1, hein, puisque le premier E est l'indice 1, et puis, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 et 6. Donc ça fonctionne bien. Bon là après on n'en a pas d'autres qui se retrouvent plusieurs fois dans ce mot-là, donc on se contentera de cet exemple-là. Et si justement la taille du tableau occurrence est inférieure ou égale à 6, autrement dit s'il est vide, alors on affiche directement letter choice, ça veut dire que la lettre ne correspond à aucun mot, hein, la lettre choisie ne correspond à aucune lettre qui se trouve dans le bon mot. Donc on met un petit message explicatif, attention, c'est dommage, mais c'est perdu. C'est perdu temporairement du moins. Et sinon, on affiche un petit message, félicitations. Alors il n'a pas gagné, il a juste trouvé une lettre. Hein. Félicitations. Donc la lettre Intel, il a choisi, hein, apparaît, je crois que c'est comme ça, ou peut-être pas comme ça, voilà. Hop. Tant de fois, donc on prend la taille de occurrences qu'on sait qui n'est pas égal à 0 ou inférieur à 0. Il y a peu de chances que ce soit inférieur à 0, mais c'est une vérification supplémentaire que je mets ici, par rigueur, bien sûr, fois dans le mot. Donc ça mettra 1, 2, 3, 4 fois dans le mot. Hop. Et bien écoutez, on va pouvoir tester déjà. Croyance, il y a quoi? Il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'on retrouve plusieurs fois dans ce mot-là? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. On va prendre un autre mot, c'est pas grave. Retard. R, donc apparaît bien 2 fois. Si je mets A, il devrait dire qu'il apparaît une fois. Donc ça fonctionne bien, magnifique. C dans croyance, ah bah oui, je suis bête. Bon, tant pis. Mais merci. C'est la fin de la journée. Et du coup, c'est là l'essentiel. On va parcourir le tableau des occurrences en appelant chacune d'entre elles occurrence au singulier. Et on va mettre à jour proposition. Alors là, c'est compliqué. On va devoir faire proposition, occurrence ici. Donc ça veut dire qu'on va lire le mot jusqu'à occurrence. Ça veut dire qu'il ne va pas changer. Et à partir de là, on va ajouter la lettre choisi par l'utilisateur, puis on va lire la suite du mot. Autrement dit, ça insère dans occurrence, dans la proposition qui était, je vous le rappelle, hein,
constitué de underscore, la lettre qui a été choisie par l'utilisateur, autant de fois que nécessaire puisqu'on parcourt le tableau des occurrences. Donc là, plus 1. Donc on continue une fois qu'on a mis la lettre qu'il fallait jusqu'à la fin. Donc là, le 2 points va à la fin, puisqu'on dit on va à la fin, jusqu'à la fin, et là on part du début, on va jusqu'à la première occurrence. Donc pas évident à comprendre ces 2 lignes-là. N'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Je vais refaire quand même une passe rapide. On met à jour proposition qui, je vous le rappelle, était composée d'underscore. Il va garder la structure qu'il avait précédemment, donc les underscores, jusqu'à la première occurrence qu'il va trouver, où là on va mettre le choix, la lettre choisie. Donc là en l'occurrence le R, si on prend ici. Donc il va remplacer ce underscore là par un R. Et ensuite il met le reste, donc là que des underscores. Et comme il boucle dessus, il va le faire également pour le deuxième R. Là il aura déjà trouvé celui-là, il va boucler jusqu'au prochain et il va remplacer le underscore par le R et afficher le reste du mot, donc des underscores en l'occurrence. Donc ça c'est assez pratique comme syntaxe, même si elle est un poil complexe. Ok, allez je continue, je vois pas de questions dans le chat. Enfin, si la proposition est égale au bon mot, on sort de la boucle et là, du coup, on va... j'ai même pas besoin de faire ça en fait. Je vais simplement afficher félicitations, félicitations. Vous avez trouvé le bon mot. Donc là, on le rappelle, c'est lui le bon mot. En temps d'essai. Donc là aussi, on pourrait mettre en place un système d'essai. Donc c'est comme ça, je pense. J'espère ne pas me tromper, c'est peut-être comme ça. J'ai un doute. Peu importe. On pourrait mettre en place un système où on le bloque au bout d'un certain nombre d'essais ou autre. Mais ça, vous l'avez déjà dans le juste prix. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de l'implémenter ici. Hop. Allez, on va essayer de jouer déjà en trichant. Et ensuite de jouer vraiment. Donc parents, c'est assez simple. Voilà, ça remplace bien. Bon, hop, 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 et hop. Donc voilà. On voit que si je me trompe et que si je mets plus d'un caractère, comme ici, il me dit que ça fonctionne pas, tout simplement. Si on aurait mis un chiffre, ça aurait été la même chose. Donc en 8 essais, on a trouvé. C'est beaucoup, c'est beaucoup, même si on triche. Même en trichant, c'est assez long. Tac, donc on va s'enlever le petit code de triche et on va essayer, si vous voulez, ensemble de trouver quel serait le bon mot. Est-ce que en Python on peut faire comme en JavaScript avec les chaînes de caractères et donc faire directement proposition index est égal à letter choice dans la boucle précédente? Alors je crois que j'avais essayé et je crois que c'était pas possible. On va vérifier tout de suite. C'est vrai que ça serait quand même beaucoup plus simple en termes de syntaxe. Donc proposition, hop là, proposition. Donc tu me dis index. Non, occurrence du coup, voilà, est égal à letter choice. C'est ça en fait l'idée. Et du coup, hop, on s'économiserait tout ça. Ça serait bien que ça marche, mais je ne suis pas convaincu. Si je suis passé par ce système complexe, c'est que ça n'a pas dû fonctionner. Hop. Ouais, non, vous voyez que ça, ça pose problème parce que j'ai mal nommé. On va se remettre le petit code de triche pour tester. Ouais, non, il a pas l'air de bien aimer ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit exactement? str, object, non. Ouais, il accepte pas ça. Donc, on est obligé, pour mettre à jour une chaîne de caractères comme ici, de passer par cette syntaxe-là. Si vous en avez une plus simple, plus concise, n'hésitez pas. Mais en tout cas, celle-ci, ou d'où, je suis désolé, ne fonctionne pas. Dans le fort du dessus, il y a un index. Ouais, mais ça revient même. En tout cas, là, c'est occurrence sur lequel je dois me baser. Bon, tu me diras. Tu me diras. Allez, on va essayer de jouer ensemble, quoi qu'il en soit. On va essayer de le lancer. Donc là, on ne sait pas, ça a l'air d'être un mot assez court. Donc en français, je sais qu'il y a beaucoup de E. Il y a beaucoup de quoi en français? Il y a beaucoup de R. Ouais, on est pas mal pour l'instant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être marée? Non, il n'y a pas de A. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Peut-être un I? Non. Ouais, on m'a proposé un i. Je n'ai pas compris pourquoi on a un anti-slash dans le remplacement. Ça, c'est juste une syntaxe qu'il faut conserver. Autrement, si je le retire, ça ne fonctionne plus, tout simplement. Je le concède, c'est une syntaxe très très particulière. Mais l'anti-slash va être obligatoire.
Donc I, j'ai déjà essayé. Est-ce que vous n'auriez pas des idées dans le chat pour me mettre un peu sur la voie? Peut-être L? Non. S, je sais plus si j'ai essayé. Non. Il me faudrait des voyelles là, je pense. O. Ah. Ah, doré peut-être? Non. Non, ça passe pas doré. Ça passe pas, ça passe pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? O. J'essaie quand même le D. Non. Forcé. Ah ouais. F. Ah ouais. C. Ah non, le C, non. Bah, ça peut pas être 2 R du coup. Forcé, bah, je vois que ça. Formé. Ah ouais. En 11 essais, formé, effectivement. Allez, on se refait un petit dernier pour la route et ensuite on passera sur le caout. Bravo, hein, du coup, à Pinky Whisky qui m'a bien mis sur la voie. Bravo à Oudou également. Forgé, et non, c'était formé. Allez, on repart. Il y a beaucoup de E, on l'a dit. Il y a beaucoup de R. Ah, on est pas mal là déjà. Ça peut être mangé. Ça peut être mangé? Non. Un A. Ah. Un I peut-être. Ah, on est pas mal déjà. Un T, on me dit. Laitier. Non. Qu'est-ce que je dis? Pour une fois qu'il réussit. Atelier. Ah, pas mal. Non, pas, ça peut pas être atelier. La deuxième lettre, c'est pas un T. C'est la troisième. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un C, ça m'étonnerait. Ah si. Acti... Acti quoi? Non. Ça peut pas être attiré du coup. Mais c'était une bonne idée. Enfin non. Parce que le premier T, il aurait mis activé. Ah bah oui, bien sûr. Bien joué. Oh, ça m'amuse comme un petit fou. Bon allez, on arrête là. On va néanmoins rester dans la thématique du jeu puisque bah, c'est l'heure du caout. Hein. Donc je vous mets ce QR code ici. Vous pouvez vous inscrire sur votre téléphone ou directement sur votre ordinateur avec ce code là en allant sur caout.it. Et si vous le faites sur votre téléphone, vous n'avez rien besoin de télécharger. Je vous scannez ce QR code là, tout simplement. Donc voilà, inscrivez-vous bien. Faites attention les deux là, d'être bien là, enfin de vous assurer que ça tourne toujours votre caout comme je sais que vous l'avez fait il y a un moment. Et si jamais c'est pas le cas, je pourrais vous virer pour que vous puissiez rejoindre à nouveau. Alors je laisserai du coup Camille prendre contact avec le gagnant du caout bien sûr pour obtenir pas le permis j'ai la ref pour obtenir bah, ces beaux cadeaux pour la Paris Fan Festival. 2 places, je le rappelle, pour la Paris Fan Festival à remporter. Donc on est 9 inscrits, on va dire que je vais laisser jusqu'à 53 et ensuite je démarre. Yosser, bienvenue. Jeannette, Aurel, Pinky, très bien. Ah, vous changez vos skins. Ouais, si vous pouvez changer les skins, a priori c'est que vous êtes toujours là. Azek, Lola, très bien. Allez, il vous reste quelques secondes, je pense. Je vais regarder. Allez, un peu moins de 25 secondes pour ceux qui sont en train de s'inscrire. Et après ça, je lance. Alors, une fois que c'est lancé, vous pouvez toujours vous inscrire, mais forcément, vous aurez moins de temps. Déjà que le live crée un décalage, ça risquera d'être vraiment compliqué de rattraper le coup. Alors, le live crée un décalage. Néanmoins, moi, je vais lire à voix haute. Je sais pas si ça va trop aider. Les questions pour essayer de... Très bien, bienvenue. Allez, il est 53, c'est parti. Première question. Python débutant, bien sûr. Donc c'est sur ce qu'on vient de voir, hein, je vous le rappelle. Première question, je disais, à réponse multiple. Parmi ces types de données, on l'a dit, lesquels existent en Python? Le caractère, la chaîne de caractères, le nombre ou le booléen? D'après vous. Attention, il y a peut-être un piège. Quand je dis ça, c'est qu'il y a un piège. Le caractère, la chaîne de caractères, le booléen ou le nombre. Donc oui, je m'en doutais que certains allaient se tromper au niveau du nombre. Donc c'est pas nombre, hein, c'est soit flottant, soit integer. Il n'y a pas le type nombre en Python. Il n'y a pas le type caractère non plus. Il y a chaîne de caractères bien sûr et booléen. Donc là par contre, vous êtes peu à vous être trompé. On continue. Ah bah c'est tu. Alors je sais pas qui c'est dans le chat, mais bravo à toi. On continue. Deuxième question. Quel type de structure Python permet de stocker plusieurs valeurs? Une constante, une liste, une variable, une collection. Donc ça, pareil, on l'a dit. Donc bien sûr, c'est une liste. Hein.
Donc une variable, non, justement, ça permet de stocker qu'une seule valeur. Donc c'est vraiment l'idée. Bravo à Houhou. Je sais pas qui c'est non plus dans le chat. Parmi ces valeurs, laquelle sera considérée par Python comme un flottant? Est-ce que c'est 3.14, 3,14, attention, 22 ou 1973? Donc il n'y en a qu'une seule, hein, ici. Et oui, bon, j'ai mis un piège, je le savais que certains tomberaient dedans. La virgule, hein, c'est quelque chose de français. Hein, en programmation, comme en anglais, on ne met pas de virgule, mais un point. Et d'ailleurs, dans mes codes, j'ai toujours mis des points. Autrement, ça ne fonctionne pas. Bravo à Ouhou qui conserve sa première place. Quatrième question, en Python, quelle valeur peut prendre un booléen? True, 0, false, true, avec un T majuscule. Attention, il est possible que la casse soit importante ici. Et oui, attention à ça, effectivement, hein, c'est true avec un T majuscule. Et là, c'était des pièges, tout simplement. Bravo, bravo. C'est bien, il y a des bons scores là. Bravo à Yosser qui est pas loin, qui est 3ème. Réponse multiple, encore une fois parmi ces mots-clés, lesquels permettent de gérer des conditions Python. Est-ce que c'est if, else, else if, elif? Est-ce qu'il y a un intrus? Est-ce qu'ils sont tous faux? Est-ce qu'ils sont tous justes? À vous de me dire. Donc oui, il y avait else if qui ne fonctionne pas ici. Alors dans certains langages de programmation, il fonctionne, mais pas dans Python. Dans Python, c'est elif. Attention à bien le retenir. Bravo, AFCM. Bravo à toi, on continue. 6ème question. Quel type de valeur doit contenir une condition if ou elif? Un entier, une chaîne de caractères, un booléen ou un flottant? Ça pareil, assez simple. On l'a beaucoup dit. D'après vous. Oui, bien sûr, un booléen. Pas une chaîne de caractères, mais bel et bien un booléen. True ou false? Une comparaison, je vous le rappelle, renverra de toute façon true ou false. Réponse multiple encore une fois. Quels opérateurs permettent de réaliser des comparaisons? On en parlait sur des valeurs numériques. Le double égal, le triple égal, le point d'exclamation égal ou le inférieur, le chevron fermant, hein, si vous préférez. Chevron ouvrant d'ailleurs. C'est ouvrant ça? C'est ouvrant ou c'est fermant? J'ai un doute, je sais pas. Je crois que c'est fermant ça. Donc effectivement, il y a le triple égal qui ne rentrait pas en considération. Alors c'était un peu piégeux parce que dans plein de langages, il est disponible le triple égal pour comparer par type et par valeur, mais pas en Python qui compare déjà justement par type et par valeur. Hein. C'est un langage assez intelligent au niveau, on l'a dit. Et tout le reste, bien sûr, existait, hein, un peu comme en maths, hein, si vous voulez. Allez, on continue au cercle qui remonte dangereusement. Bravo à toi. 8ème question. Quelle syntaxe permet d'afficher la valeur 60 à la variable speed? D'affecter, hein, j'ai dit afficher, mais affecter. Donc speed double égal 60, speed 2 points 60, speed flèche 60, ou enfin tout le monde avait la réponse speed égale 60. Ça c'était bien retenu pour les variables. Bon, l'écart se creuse, on continue. 9ème question, avant-dernière. Donc, quels opérateurs permettent de définir une liste Python? Est-ce que ce sont les parenthèses, les crochets, les accolades ou tout simplement les guillemets, d'après vous? Et bien sûr, vous le savez, les bonnes réponses comptent, mais la rapidité compte également. Et là, comme vous avez tous bon, c'est vraiment sur la rapidité qu'il va falloir jouer si vous espérez remonter au niveau des scores. On continue, c'est assez serré, hein, mine de rien. On continue, et enfin dernière question, quel type de données peut contenir une liste Python? Uniquement des nombres, uniquement des chaînes de caractères, uniquement des booléens, ou n'importe quel type de données d'après vous? D'après vous. Donc là c'était n'importe quel type de données en réalité, hein. Moi c'est vrai que je voulais montrer qu'avec des chaînes de caractères ici, mais en réalité je vous l'ai dit, on peut contenir à peu près tout et n'importe quoi, des nombres, des entiers, des flottants, des chaînes de caractères, etc. Donc bravo à Azek qui arrive en 3ème position, bravo à Yosser en 2ème position, et enfin bravo, on s'en doutait un petit peu, à je suis une quiche, je suis une quiche, c'est dramatique, à AFCM qui remporte du coup son cadeau, hein. Camille, je te laisse prendre contact avec cette personne dans le chat. Après n'hésite pas toi aussi à nous contacter si tu n'as pas reçu comme il le faudrait ton cadeau. Bon, je le rappelle quand même, hein, Paris Fun Festival, donc 2 places pour y aller le 15 ou le 16 avril 2023, donc ça arrive tout vite ça.
Bref, alors je vous laisse quelques secondes pour me poser vos questions. Pendant ce temps, je vais doucement conclure ce live. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Le prochain live sera donc dans 2 semaines. Hein, là, on rapproche un petit peu les séquences. Donc le mercredi 22 mars, toujours entre 20h et 21h, qui me paraît être un bon créneau. Cette fois, non plus sur Python, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer, mais sur les bases du développement web, donc HTML, CSS, et cette fois, je ne serai pas seul, j'aurai avec moi un invité très spécial, donc on a très hâte de le rencontrer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je vais rester connecté quelques minutes, mais je vais simplement afficher mon écran d'ending avec la petite musique et des informations pour contacter l'école si besoin. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.